Bienvenue dans cette partie numéro 2 sur la culture numérique. Aujourd'hui nous allons aborder principalement les lignées qui nous mènent jusqu'à la constitution de ce que va devenir le réseau ARPANET en revoyant certains aspects que vous avez déjà vus sur le cours de théorie de l'information. Alors parmi ces différentes origines d'Internet, on s'était attardé la fois précédente un peu sur la question de l'hypertexte et des relations entre les idées qu'on appelle associationnisme. On va s'attarder aujourd'hui un peu plus sur la lignée cybernétique, dont vous savez que l'origine remonte à Norbert Wiener. Cette lignée cybernétique est corrélée très fortement à des améliorations, en tout cas des visions nouvelles au sein de l'informatique. Et effectivement, là aussi, on peut la situer, cette lignée, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a quelques racines qui la précèdent. Cette cybernétique va connaître un essor rapide et assez colossal entre 1945 et les années 50, effectivement, sous l'influence de Norbert Wiener, avec une nouvelle discipline dont on a bien du mal d'ailleurs aujourd'hui à réellement percevoir les frontières, c'est-à-dire que la cybernétique n'est pas devenue une discipline autonome, elle est plutôt une espèce de bouillon de culture qui va influencer toutes les autres disciplines, avec effectivement l'idée derrière que c'est l'art de la gouvernance, l'art du pilotage, d'où son origine grecque et latine sur le gouvernail. C'est aussi une science qui s'inscrit dans la lignée des travaux sur les échanges d'informations, c'est-à-dire que c'est aussi une science de l'information et de la communication, mais qui prend en compte très nettement le contexte technique. Initialement, la cybernétique de Wiener va s'appliquer à des cas très concrets, effectivement le fait que les missiles atteignent leur cible grâce à un système de calcul que sont les boucles de rétroaction ou le système du feedback qui va influencer par la suite un grand nombre de disciplines, y compris les sciences humaines et sociales, ainsi que la psychologie par exemple. Le contexte va être celui des conférences de Massy qui vont se dérouler pendant plusieurs années et qui vont réunir des chercheurs de disciplines différentes. Et ces chercheurs vont échanger entre eux, et ce qui fait que toute la partie théorique de la cybernétique va se retrouver aussi bien dans les sciences humaines et sociales que dans les disciplines davantage appliquées. Au niveau de l'influence de l'Internet, on va retrouver ici une idée qu'on est sur des dispositifs essentiels en matière de communication et que la communication a un rôle central. On va retrouver des choses qui vont beaucoup influencer ensuite les logiques informatiques, celles de contrôle et de commande, ce qui influence l'informatique avec l'idée de ligne de commande. Et on va rentrer aussi sur le fait que les machines peuvent être conçues comme des machines à communiquer ou des machines en tout cas qui vont aider la communication humaine. Cette influence va se ressentir par la suite sur un grand nombre de chercheurs impliqués dans le projet ARPANET, notamment Licklider ou Fano. Va se constituer aussi durant cette période des nouveaux types de laboratoires, mais aussi l'émergence de collèges invisibles, c'est-à-dire des chercheurs qui travaillent ensemble, mais alors qu'ils n'appartiennent pas à la même institution. Ça va avoir aussi une influence sur la contre-culture américaine des années 60, avec des visions un peu différentes parfois de la cybernétique derrière, mais des logiques où en tout cas les machines permettent de gagner des formes d'autonomie par rapport à des logiques de commandement beaucoup plus hiérarchiques et beaucoup plus traditionnelles. Dans ce cadre, on va retrouver le rôle clé du MIT qui va émerger durant cette période et qui va mêler à la fois recherche appliquée et recherche fondamentale, et qui va aussi mêler plusieurs disciplines, en tout cas pour des projets extrêmement appliqués. La cybernétique va se prolonger assez nettement avec une logique qui est celle de l'informatique interactive, notamment parce que derrière on est toujours dans l'idée qu'on se situe dans les machines à communiquer, ou en tout cas qui nous aident à mieux communiquer. Parmi ces gros concepts forts, on va retrouver l'idée de time sharing, qui est en fait le fait qu'on va partager la puissance des ordinateurs en découpant le temps.
La question des réseaux, alors qui est évidemment pas nouvelle, hein, les réseaux sociaux, en tout cas, ils sont déjà étudiés depuis quelques années, notamment par la psychologie, entre autres, mais l'idée là de réseaux de machines qui permettent d'améliorer la communication humaine. Et effectivement, derrière, la question qui va être essentielle en matière d'informatique, puis en niveau informatique domestique ou ubiquitaire, c'est celle de l'amélioration des interfaces. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de time sharing qu'on a parfois un peu de mal à comprendre aujourd'hui? C'est tout simplement qu'on a à disposition des ordinateurs qui sont relativement puissants pour l'époque, même si aujourd'hui leur puissance apparaît assez dérisoire, mais en tout cas, ces machines qui prennent une place énorme doivent être partagées si on veut pouvoir être plus nombreux à les utiliser. Ces ordinateurs fonctionnent avec des systèmes de transistors, d'où l'expression de bug, hein, tout simplement, lorsque des insectes viennent se coller à une résistance et qui font griller la résistance, qui effectivement occasionne une panne. Donc le terme de bug est en fait assez ancien. On a tendance à considérer que c'est une des informaticiennes qui a inventé ce terme, c'est-à-dire Grace Hopper, qui aurait employé pour la première fois l'expression de bug appliquée à l'informatique. On va donc se partager l'ordinateur, la puissance de l'ordinateur et ses ressources par des méthodes qui sont celles en fait de l'accès à distance. Et tout simplement, l'accès à l'ordinateur va être partagé tout au long de la journée selon des créneaux qu'on réservera. Et pendant la nuit, c'est-à-dire avec un système de batch processing, c'est-à-dire pendant la nuit, l'ordinateur va traiter petit à petit l'ensemble des commandes qui ont été effectuées durant la journée. Et au petit matin, vous avez les résultats des calculs effectués par l'ordinateur. Ce système va perdurer pendant un grand nombre d'années. C'est un système en fait assez efficient dans la mesure où l'ordinateur central puissant, sa puissance doit être partagée. On est très très loin encore d'une informatique domestique avec une puissance équivalente à l'ordinateur central. On est ici sur des systèmes essentiellement basés sur des terminaux. Néanmoins, durant cette période-là, on va essayer d'améliorer les moyens d'accéder à la puissance de calcul de l'ordinateur, et on réfléchit déjà à des systèmes interactifs, mais on est effectivement encore très loin de ce qui se produira par la suite. Et ce qui marque en tout cas une évolution petit à petit, c'est tout ce concept autour de l'informatique interactive ou ubiquitaire, à la fois avec des réflexions et des concrétisations qui vont s'opérer petit à petit. On avait vu précédemment la vision de Vannevar Bush sur une machine mieux connectée. On est dans le prolongement de cet esprit-là, avec les travaux notamment de Licklider et ces travaux autour de la symbiose homme-machine, qui visent ici clairement à poser les bases d'une nouvelle réflexion et d'une nouvelle piste de recherche qui mêle l'interaction entre l'homme et l'ordinateur. Et les travaux de Licklider vont avoir une influence assez considérable sur ce qui va se produire après, en tout cas sur l'ingénierie qui va se développer par la suite, notamment autour d'un personnage essentiel qui est Douglas Engelbart, qui est donc l'inventeur de la souris, des interfaces, des icônes, et qui lui va tisser cette réflexion autour de l'augmentation de l'efficacité intellectuelle. Alors on est déjà en fait dans l'homme augmenté, mais on est dans une augmentation qui est plutôt lié à l'interaction homme-machine. On n'est pas du tout dans les théories actuelles du transhumanisme, hein. On est plutôt sur l'idée d'augmenter l'esprit humain et les capacités humaines par la technique, notamment pour améliorer sa puissance intellectuelle, mais vraisemblablement aussi chez Engelbart, c'est d'améliorer la société humaine tout entière. Engelbart va effectivement faire progresser considérablement les réflexions en matière d'informatique interactive et va rechercher tous les moyens pour que la symbiose homme-machine puisse se concrétiser beaucoup plus facilement. D'où ces travaux qui nous sont encore utiles aujourd'hui autour des souris, des interfaces, des icônes et les possibilités hypertextuelles. Licklider entrevoit aussi une réflexion autour d'une sorte de bibliothèque virtuelle en ligne, mondialisée. Donc on voit bien l'influence ici théorique et managériale de Licklider. Et l'autre concrétisation derrière, c'est que Licklider va chercher à développer et imaginer, en tout cas autour du projet ARPANET, des moyens pour que les chercheurs et les ingénieurs puissent partager des ressources
et disposer de réseaux beaucoup plus puissants pour en quelque sorte concrétiser des formes de communauté en ligne. Alors sur ce cher Douglas Engelbart, personnage extrêmement intéressant, alors même si parfois aujourd'hui on a tendance à le décrire comme quelqu'un qui avait eu quelques illuminations suite à l'emploi du LSD notamment. Moi j'ai tendance à replacer Douglas Engelbart dans un environnement beaucoup plus lié à l'ingénierie. C'est quand même quelqu'un de très concret. Ses influences théoriques sont plutôt liées au texte de Vannevar Bush, à celle de Licklider, peut-être bien plus qu'à celle du LSD à mon avis. Donc on est quand même sur une évolution technique évidente et extrêmement essentielle, et dans un climat plutôt influencé par la cybernétique que par l'absorption de substances diverses et variées. Engelbart va beaucoup travailler à concrétiser un peu ses aspirations précédemment vues, et en tout cas avec une vision qui est celle de l'amélioration de l'humain, mais aussi finalement de la société tout entière. On est quand même sur un climat qui est post-Seconde Guerre mondiale, climat autour de la guerre froide. On est avec des personnages qui effectivement cherchent en tout cas à améliorer l'humain sur tous ses aspects, et l'interaction homme-machine est une des concrétisations les plus intéressantes pour eux. Donc Douglas Engelbart, chercheur, ingénieur, inventeur, pionnier, parfois d'ailleurs copieusement pillé, parce que c'est pas quelqu'un qui va déposer tout un tas de brevets, et finalement les avancées qu'on verra ensuite sur l'informatique domestique autour d'Apple et Microsoft lui doivent énormément. Si Microsoft a sorti son système Windows, le système de fenêtres, ça vient déjà effectivement des travaux de Engelbart, et même chose sur les progrès au niveau interactivité des machines d'Apple. Alors sur cette fameuse souris, le Mélode, comme le faisaient dire les guignols à Jacques Chirac, c'est tout simplement au départ un petit système pas très compliqué qui va permettre de positionner une flèche sur un axe en abscisse et en ordonnée, avec tout simplement, et qu'on va retrouver pendant quelques années sur les anciennes visions des écrans que vous verrez un quadrillage. Et on était basé sur ce type de recherche et ce type de découpage de l'écran. Engelbart donc invente la souris, il fera une démonstration d'ailleurs du fonctionnement de la souris qui sera relativement convaincante, et finalement c'est encore un outil qu'on utilise aujourd'hui, dont la prise en main démontre bien la logique d'interface homme-machine. Et effectivement ensuite vous retrouverez tout ce qui va être développement des Windows, des icônes et des systèmes de traitement de texte. Au niveau hypertextuel, il va développer des systèmes hypertextuels, le online system. L'objectif encore ici, c'est d'améliorer le travail coopératif et collaboratif. Et on va retrouver aussi des travaux autour des systèmes de messagerie collective. Donc quelque part, le positionnement d'Engelbart est absolument essentiel, parce qu'il se retrouve effectivement au croisement de l'hypertexte, de l'internet, mais finalement de l'informatique domestique au sens le plus large possible. Donc c'est quand même un personnage extrêmement intéressant à connaître, et vous pouvez retrouver assez facilement sur YouTube quelques interviews de Douglas Engelbart pour mesurer un peu quel était ce personnage un peu hors norme, mais à qui on doit beaucoup de choses encore aujourd'hui. Alors, si on poursuit cette vision autour de Lipto et les travaux de Licklider, donc je vous rappelle que Lipto, c'est cette petite agence au sein de l'ARPA qui va piloter le projet ARPANET. On va retrouver effectivement des écrits de Licklider. Vous voyez qu'à plusieurs reprises, il se retrouve un peu comme un espèce de pionnier dans la réflexion, avec des visions qui semblent pratiquement issues de l'univers de Star Wars, même si Star Wars viendra bien plus tard par la suite, mais on parle de réseau intergalactique, c'est-à-dire que quelque part, on a l'idée d'un nouveau monde qui va se construire avec l'informatique, d'une nouvelle galaxie d'interaction, et c'est ce qu'envisage Licklider, avec derrière effectivement tout un travail de communauté en ligne, de systèmes de partage de ressources qui se sont développés par la suite et qu'on connaît actuellement.
Au sein de l'IPTO, le but c'est beaucoup d'expérimenter, de tenter en mêlant recherche et ingénierie, et on va d'abord travailler en 1963 sur un projet MAC qui est en fait la constitution d'un réseau local où on va déjà essayer d'appliquer ces préceptes de réseau et de communauté de partage de ressources. Ensuite, l'objectif c'est que ce principe de réseau puisse s'étendre à un territoire tout entier, donc on est bien dans l'idée d'un réseau intergalactique, même si ça va se faire petit à petit et plutôt sur le territoire américain initialement. La première connexion de ce qui deviendra par la suite l'Internet et l'ARPANET, c'est en 1965 et on va relier en tout cas la côte ouest à la côte est, et ça grâce à tout un tas de travaux sur lesquels on reviendra par la suite. Les principes techniques, on les a déjà un petit peu abordés, ce sont ceux de la transmission par paquet. On a des communications en tout cas limitées, et le seul moyen en tout cas c'est de repartir l'information sur le réseau en la découpant, et là-dessus on peut s'appuyer sur les travaux de Kleinrock sur le projet ARPANET, même si d'autres travaux en même temps vont avoir lieu, mais sur d'autres